ça va être très difficile, avant que je ne vous déçoive pas. Donc, je vais essayer. D'abord, comme vous avez cité tout un tas de bouquins, ça fait un peu fouillis peut-être, c'est peut-être l'impression que vous avez eue. Et en fait, il faut que... Bon, je voulais commencer par dire le point de vue duquel je parlais. En fait, il y a un point commun entre tous ces bouquins, ça c'est clair que c'est l'utopie, et puis par rapport à toutes les choses que vous avez citées, bon, par exemple le livre sur Gandhi, sur Guevara, sur Malcolm X, sur du consensus au terrorisme, etc., j'essaye de réfléchir faire plus que réfléchir depuis un paquet d'années sur la violence, et en fait le point de vue d'où je parle, c'est un point de vue qui n'est pas très commode finalement dans la société française, parce que je ne suis pas prof de fac, je donne bien des cours de pédagogie puis de philosophie de l'éducation aux futurs travailleurs sociaux de Besançon, mais il faut bien voir que c'est d'une certaine manière un peu le parent pauvre de cette formation des travailleurs sociaux. Pour vous donner un ordre d'idée, les éducateurs spécialisés, ils ont 3 ans d'études, au total, ils ont 14 heures de pédagogie sur les 3 ans et 10h30 de philosophie d'éducation, et c'est tout. Alors que ce qui est assez bizarre, c'est que dans le diplôme, dans les domaines de compétences, ils ont 4 domaines de compétences à valider, et il y a 2 domaines de compétences, donc la moitié, qui sont très très clairement liés à la pédagogie. Donc là, on a affaire à quelque chose qui, pour le moins, est contradictoire. En tout cas, ça rend les choses un peu complexes. Donc moi, je parle réellement de ce point de vue-là, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que ce que je raconte, ça ait du sens, notamment pour les jeunes. Alors là, avant de passer directement au bouquin, j'ai amené un tout petit truc pour vous juste... Vous voyez, c'est un petit... 2 pages A4. Ça, c'est un petit truc qu'on a réalisé avec un élève de 5e d'un collège de REP+, à Besançon. Ça s'appelle « Quelques conseils pour bien profiter d'Internet, ne pas être naïf et se comporter de façon correcte ». Bon, alors c'est moi qui l'ai écrit, c'est lui qui l'a illustré, et puis c'est lui qui s'est occupé de trouver des fonds, parce qu'en fait, il était au conseil, alors à l'époque, ça s'appelait Conseil général des jeunes, maintenant ça s'appelle Conseil départemental des jeunes, et si vous voulez, moi ce qui m'intéresse là-dedans, dans cette histoire de numérique, c'est pas seulement les aspects très abstraits et puis théoriques, c'est aussi des choses extrêmement concrètes, et voir ce qu'en font réellement les gamins, parce que on peut discuter à perte de vue sur le numérique, mais avant de discuter, enfin, je trouve que plutôt que de discuter à perte de vue sur le numérique, il faut mieux aller demander aux gamins qu'est-ce qu'ils font avec leur tablette ou avec leur smartphone, et après, on discute. Alors moi, c'est ce que je fais depuis 8 ans maintenant. Ça fait 8 ans que j'interviens dans des collèges, surtout dans des collèges, mais aussi dans des lycées pro et puis des lycées, tout simplement, sur l'usage de l'Internet, et puis en général, c'est sur toute une classe d'âge du collège, dans toutes les classes de 5e, ou alors toutes les classes de 6e, etc. Et puis du coup, comme à chaque fois c'est des séances qui durent au minimum 2 heures, c'est-à-dire 2 fois 1 heure, parfois même 2 fois 1 heure et demie, on a réellement le temps de voir quel est l'usage réel des gamins, et c'est comme ça que je me suis aperçu qu'il y avait un vrai problème, et qui n'était absolument pas pris en compte, ni par certains penseurs officiels, genre Michel Serres avec son truc là sur la petite poussette, où il raconte que c'est absolument génial, les gamins ils vont faire tout un tas de trucs, ils sont super habiles, etc. Ce qui est faux, ils ne sont pas du tout super habiles, il y en a toujours 1 ou 2 qui est habile dans une classe de lycée, mais c'est tout. Mais il n'y en a pas des tonnes qui sont habiles sur les recherches sur le web notamment, et ni sur la compréhension de comment fonctionne Google ou un réseau social. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont habiles, et en réalité, l'utilisation qu'ils en font, c'est une utilisation qui doit, à mon avis, être sérieusement questionnée, ce que ne fait pas l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale, dans les textes officiels, elle s'émerveille du fait que les élèves seraient producteurs de contenu. Ils sont producteurs de contenu sur Facebook et sur Twitter, sauf qu'il faut examiner de quel contenu il s'agit. Il est bien évident qu'on peut pas, c'est absolument impossible de dire oui, ça c'est un contenu, c'est neutre, du moment que c'est un contenu, c'est du contenu, il manque, il y a des mots qui se suivent. Ouais, mais les mots qui suivent, ça dépend ce que c'est. C'est évident que si vous écrivez le Capital, ça n'a pas tout à fait le même sens que si vous écrivez Mein Kampf, et puis si vous écrivez Va te faire foutre, ça n'a pas le même sens que j'aimerais bien qu'on étudie, je sais pas, je dis n'importe quoi, la Boétie, parce que je comprends pas ce que ça veut dire que la servitude volontaire. Bon, moi je maintiens, je dis, et je maintiens que Va te faire foutre, c'est pas un contenu qui a des tonnes d'intérêt. Or, et là, c'est malheureusement pas un fantasme. Quand on va regarder sur les blogs ou sur Facebook, etc., mon Facebook maintenant c'est un peu dépassé pour les gamins de collège, c'est plutôt Instagram, Snapchat ou Periscope. On voit bien que c'est plutôt,
on parle plutôt de va te faire foutre plutôt que de la Boétie, par exemple, ou Marx, ou Guevara, ou Gandhi, ou ce que vous voulez. Bon. Donc, il faut questionner le contenu, mais effectivement, mais bien sûr, questionner le contenu, c'est assez compliqué. C'est compliqué parce que les gens disent, ouais, ça va être de la censure, patati patata. Alors moi, je n'ai pas envie de questionner le contenu par rapport à l'idée qu'il faudrait censurer quelque chose, mais de questionner le contenu par rapport à l'idée que le travail qui doit s'effectuer et que devrait effectuer l'éducation nationale, en tout cas, mais il n'y a pas que l'éducation nationale, hein, la télévision comme outil culturel, si c'en était un, elle devrait l'effectuer aussi. C'est-à-dire, ce travail, il peut se dire très simplement, hein, c'est sortir de l'aliénation et amener chaque être humain vers son émancipation. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, c'est quand même ça le but de la manœuvre. C'est pas de l'éducation nationale, c'est pas un centre de formation accéléré pour adultes, d'où, comme l'a souligné Claude, le contre-le-travail, parce que effectivement, le but de la vie, c'est pas de travailler, c'est autre chose. Le travail, c'est un moyen, c'est pas un but. Alors, c'est évident qu'aujourd'hui, en 2016, du coup, c'est compliqué de poser la question de la culture numérique, parce que précisément, on se trouve pris entre des gens qui font preuve d'un réalisme qui est extrêmement râlé pâquerette. Ils disent, bah oui, mais si on n'entre pas dans l'ère du numérique, ça c'est le discours officiel qui est rabâché maintenant depuis 5 ou 6 ans par les ministres de l'Éducation nationale, que ce soit ceux de Sarkozy, ceux de Hollande et puis sans doute ceux du prochain. Il faut absolument qu'on rentre dans l'ère du numérique, parce que ça, c'est le réalisme. Si on ne rentre pas dans l'ère du numérique, on n'en sortira pas. Et puis, face à ça, il y a des gens qui sont quand même, dans ceux qui sont critiques, depuis 3-4 ans, peut-être 4 ou 5 ans, enfin peu importe d'ailleurs, il y a dans les critiques, il y a une partie de la critique qui a pris l'ascendant sur le reste, et c'est une critique qui est très largement technophobe, et puis qui finalement est assez gênante, par plein d'aspects, justement, donc je vais en parler un petit peu. Parce que je trouve que il faut prendre, ça ne veut pas dire que je suis technophile, loin de là même, mais ça veut dire que c'est peut-être pas là qu'il y a vraiment le problème. Le problème, il est peut-être ailleurs. Alors, c'est ça que je voudrais essayer de dire. Donc, sur ce qui est sur le bouquin, puisque c'est à partir de ce livre que vous m'avez invité, ce que je vais essayer de développer les points qui sont, enfin les points qui me semblent plus, ou même le point d'ailleurs, qui me semble le plus important aujourd'hui. Enfin, il y en a. Le premier, ça sera l'histoire du smartphone, et puis le deuxième, ce sera l'histoire de la violence. Parce que je ne vais pas développer tous les points, parce que si je développais tous les points, ça serait du survol. Si c'était du survol, ça serait embêtant, parce que vous diriez que ça n'apporte pas grand-chose de nouveau. Alors après, ce qu'a dit Jean-Claude Beurrier, je suis déjà tellement gêné par tout ce que vous avez dit, que c'est sûr qu'il faut que j'essaye de dire qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a, malheureusement, on n'entend pas tellement. Alors, sur le smartphone, je pense qu'il faut absolument se rendre compte, enfin ça tout le monde s'en est rendu compte, que maintenant la plupart des Français étaient équipés d'un smartphone, y compris les gamins, donc qu'ils soient au collège, au lycée, ou j'aurais peut-être dû dire aussi que je bossais avec des élèves décrocheurs, donc j'aurais peut-être l'occasion de raconter une anecdote là, qui est très significative. Donc les élèves décrocheurs, c'est des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, qui ont décroché de l'éducation nationale. Ce qui est assez étrange, c'est qu'ils ont plus de 16 ans, donc a priori ils ne sont pas obligés de rester à l'école, mais finalement l'éducation nationale c'est quand même de les rattraper. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a 40 000 élèves décrocheurs par an, et ils essaient d'en rattraper 20 000, c'est ça l'objectif officiel. Bon, enfin, ça c'est autre chose, mais ça n'empêche qu'il y a peut-être un certain nombre de choses à voir après quand on va parler de la violence, et puis de toute la question du consensus, et puis toute la question de la désillusion de ces jeunes-là, et notamment par rapport au système scolaire. Donc, le smartphone. Pourquoi le smartphone c'est important? Donc je passe sur les évolutions technologiques toutes récentes qui ont fait qu'on est passé d'écrans qui sont assez grands à des écrans qui sont de plus en plus petits, etc. Parce qu'il y a eu tout un tas de combats entre les grands monstres de l'industrie digitale, et donc je zappe là-dessus parce que sans ça on y sera encore à minuit. Et donc on en arrive aujourd'hui à ce que l'outil majoritairement plébiscité par les Français en tout cas, et puis pas que les Français aussi, les gens des pays développés, c'est le smartphone. Un smartphone, c'est quoi? C'est un écran de 60 cm², donc c'est quand même microscopique, hein, c'est 6 cm sur 10 à peu près, et sur cet écran se concentre potentiellement, eh bien potentiellement, hein, toute la culture du monde.
Et c'est pas niable, ça. Potentiellement, toute la culture du monde, elle se concentre là, parce que, a priori, on trouve tout. Alors, bon, par exemple, vous avez dit, Jean-Claude, que je faisais plein de bouquins pour la jeunesse. Je pense que je dois être un des rares, là, pour le coup, auteurs jeunesse, à pas avoir de blog. Je n'ai pas de smartphone non plus, je n'ai pas de téléphone portable, mais j'ai pas de blog. Et régulièrement, quand on a des réunions des salons de livre ou des trucs divers autour du livre jeunesse, régulièrement on me dit que je suis complètement siphonné parce que j'ai pas de blog. Bon, ni blog, ni site, j'ai rien du tout. Bon. Donc, parce que, il est bien entendu, c'est quelque chose qui se discute même plus de toute façon. Et bien entendu, qu'un smartphone, ça concentre potentiellement toute la culture du monde. Bon. La première question qu'il faut poser, enfin c'est évident, c'est quelle est la culture qui s'y déverse sur ce smartphone? Parce que est-ce que c'est réellement toute la culture du monde? Or là, il y a un argument qui est jamais mis en avant, alors qu'à mon avis, il est absolument fondamental. C'est la petitesse de l'écran. La petitesse de l'écran, elle a un impact. Alors, il y a plein d'arguments, hein, j'essaye de dire ceux qui me semblent peut-être qu'on zappe toujours, alors qu'en réalité, ils sont très importants. La petitesse de l'écran, elle incite les gens qui mettent des trucs sur le web à penser en fonction de choses qui vont être lisibles sur cet écran petit. Enfin, tout simplement, ça semble une tautologie, mais ça empêche que c'est très important. Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez intérêt à dire, par exemple, comme Sarkozy, que si on rentre en France, eh bien, tous nos ancêtres deviennent gaulois, parce que pof, ça tient dans un écran de 60 cm². Alors ça, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, si vous voulez démonter le raisonnement de Sarkozy sur cette histoire d'assimilation, si vous voulez le démonter, là, ça va être un peu plus compliqué. Évidemment, on peut dire non, Sarkozy, c'est un abruti, enfin bon, patati patata, on peut dire des trucs comme ça. Mais si on veut vraiment le démonter, nous, on est obligé de prendre plus de place. En réalité, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement nouveau, ça, que le slogan en politique, s'il est mauvais, si vous voulez le démonter au nom d'autre chose, et puis que cette autre chose, elle n'a pas tellement le vent en poupe, parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'émancipation qu'on voit à la télé, puisque c'est fait pour vendre du temps de cerveau disponible, etc., etc. Donc, on est obligé d'avoir plus de temps. Ah ben là, le smartphone, là, il n'y a pas de pétard. Il faut qu'un slogan du style « Tous nos ancêtres sont gaulois », il va falloir, si vous voulez faire parler de vous, que vous opposiez un slogan, enfin quelque chose qui soit aussi bref. Alors ça se voit, alors il n'y a pas toujours que les histoires de slogans, mais ça se voit au moins sur quelque chose que vous pouvez remarquer, que vous avez dû surtout tous remarquer, dans Wikipédia. Vous avez remarqué que avant il y avait un chapeau qui était, enfin donc il y avait le titre, hein, je sais pas, n'importe quoi, je sais pas, Hiroshima, bref il y avait marqué ville du Japon sur laquelle tel jour a été lancé, le 6 août 1945 a été lancée la première bombe atomique de l'histoire, etc. Puis après vous aviez le sommaire, puis après vous aviez l'article. Bon, là les articles ils sont de plus en plus longs. Et par exemple sur Hiroshima, si vous allez regarder sur Hiroshima, c'est divisé en plein d'articles. Il y a un énorme article qui fait je ne sais pas combien de fois de longueur d'écran sur la prise de décision de lancer la bombe. Il y a un article sur la bombe elle-même, il y a un article sur la ville d'Hiroshima, et il y a même un article sur le problème que ça a posé à l'empereur Hirohito et à ses ministres pour annoncer aux Japonais qu'il fallait se rendre. Et même cet article-là, il fait, je sais pas, il fait 5 ou 6 longueurs d'écran. Alors, ce qu'ont fait les gens de Wikipédia pour se sortir de ce problème, donc ils ont créé des chapeaux qui sont un peu plus gros. Ce qui fait que maintenant, dans une notice Wikipédia, vous avez un chapeau qui peut faire 15 lignes, mais qui peut faire aussi 20-25 lignes, ça dépend, parce que c'est un peu compliqué comment c'est fait, Wikipédia. Après, vous avez le sommaire, puis après, vous avez l'article qui peut faire 4, 5 ou 6 pages. Donc, ça veut dire que, finalement, ils se sont adaptés au smartphone, parce qu'ils savent que la plupart des gens, maintenant, ils vont regarder Wikipédia sur leur smartphone. Vous êtes au bistrot, vous voulez savoir c'est qui la Miss France 2012, ah bah tiens, je sais pas, vous allez regarder sur Wikipédia. Vous voulez savoir qui, finalement, c'était qui le Premier ministre japonais en 1945, vous allez regarder sur Wikipédia, etc. Bon, maintenant, ça devient le grand truc. Alors, évidemment, il y a toute la critique sur le fait que le smartphone, ça devient l'outil qui prolonge notre cerveau, parce qu'on n'a plus besoin d'avoir de mémoire, hein. Il suffit juste de savoir taper 2-3 trucs sur le... Et puis encore, on va toujours sur Google et toujours sur Wikipédia, donc ça, c'est un vrai problème. Mais il faut voir aussi que le rapetissement, je crois que ça se dit, la diminution de la taille de l'écran a aussi induit des choses qui sont assez déterminantes. Et puis c'est vrai que ça devient difficile maintenant d'avoir des conversations un peu costauds avec certains élèves. Alors,
parce que la question qu'on doit se poser aussi par rapport au smartphone, c'est aussi comment, en général, on l'utilise. Or, le smartphone, il est quand même utilisé. La première chose, je pense, qui est complètement essentielle, et puis qu'on passe quand même beaucoup trop, enfin, on passe à la trappe, le smartphone, ça serait pratique. C'est quoi cette histoire de pratique? Ça veut dire que sur votre smartphone, vous recevez un nombre d'alertes, enfin, ils appellent ça des alertes. Hein. Là, dans le bouquin, j'avais écrit que, donc, le bouquin, il date de 2015, c'était 12 alertes par heure. En réalité, maintenant, ça a dû encore augmenter. Une alerte, c'est un mail qui vient d'arriver, quelqu'un qui a posté quelque chose, et puis avec Twitter, avec l'inflation des trucs sur Twitter, c'est absolument phénoménal. Par exemple, il y a plein de gamins en collège qui sont maintenant sur Twitter, alors qu'il y a encore 2 ans, si vous aviez 1 ou 2 élèves par classe de collège qui étaient sur Twitter, c'était le maximum. Maintenant, il y a là, le tiers, ça dépend des classes, mais entre le quart et la moitié des élèves qui sont sur Twitter. Donc ils reçoivent un nombre d'alertes absolument phénoménal. Alors c'est sûr, c'est pratique. Enfin, si on veut dire le mot pratique, c'est pratique. Mais au niveau de la concentration, ça, Jean-Claude a porté le livre Ténulobotomie, qui, je ne sais pas, d'ailleurs au moins 5 ou 10 000 références scientifiques, c'est hallucinant ce bouquin. Et lui, il a montré, Michel Desmurget, qu'il y a un vrai problème de concentration. Donc il faut quand même le voir, le problème de concentration. Il faut quand même le voir. Alors, là, le problème de la concentration, je vais pour en parler... Quelle heure il est? Moins 20. Oui, mais ça veut dire que ça fait combien de temps que je parle? Un quart d'heure? Une demi-heure. Comment? Demi-heure. Une demi-heure? Non, c'est pas vrai. Un peu moins, 25 minutes. Alors, bon, par rapport... D'accord, merci. Donc, par rapport à cette histoire d'utilisation du smartphone, du fait que c'est pratique, patati patata, et que ce que ça signifie réellement. Non, je peux le dire en fait, exactement. Bon, je pense que, notamment dans un contexte scolaire, enfin là je prends un contexte scolaire, mais, parce que c'est le plus évident, mais même si vous êtes avec un pote au bistrot, et puis que votre pote, là vous êtes en train de discuter, puis d'un seul coup votre pote il reçoit un machin, puis il se met à tapoter sur son smartphone, donc il zappe, etc. Bon, il y a toute l'histoire d'ubiquité, bon, patati patata, mais il y a aussi le grand truc, c'est on dit ouais, mais ça manque de respect et tout. Bon, moi je me suis posé la question il n'y a pas tellement longtemps, il y a 15 jours, là, à l'Institut régional du travail social, parce que des éducatrices de jeunes enfants, pourtant qui sont en 3e année, donc c'est un diplôme d'état de niveau 3, qui va leur permettre à coup sûr d'avoir du boulot, sur 32 étudiantes, enfin il y a 30 étudiantes et 2 étudiants, donc il n'y a pas de raison que ce soit les masculins qui fassent il importe. Donc sur les 32 étudiantes, il y en avait à un moment donné 7 ou 8 qui étaient en train de tapoter sur leur portable, alors qu'elles étaient réellement, enfin qu'elles sont réellement là en train d'obtenir un diplôme d'état qui a une valeur, puisqu'elles sont quasiment certaines de trouver du boulot à la sortie. Bon. Et du coup, à l'IRTS, il y a eu de Besançon, donc il y a eu pas mal de discussions là-dessus, donc il y a les profs qui sont partisans de dire ouais, respect, et tout, et ceux qui sont partisans de... Enfin la plupart sont partisans d'aller vers des solutions relativement répressives, disons. Bon, moi je pense que c'est pas la solution. C'est pas la solution parce que de toute façon, voilà, il faut qu'ils se posent le problème de l'addiction, de toute façon, pour certains d'entre eux ou d'entre elles, il faut qu'ils se posent le problème de l'addiction. Et je pense que la vraie question, en fait, c'est la question de la transmission. C'est une question, mais qui maintenant devrait occuper la première place, en tout cas dans toutes les réformes de l'éducation nationale, ça devrait occuper la première place. Alors il y a plein de bouquins qui sortent sur la transmission. Un des derniers, ça s'appelle Transmettre, apprendre, de Marcel Gauchet, Dominique Otavi, puis Marie-Claude Blais. Ouais, d'accord. Ils posent la question, sauf qu'ils vont pas bien loin. Ils disent qu'il faut transmettre. Mais il faut transmettre quoi? Il faut transmettre quoi? Parce que le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'on va avoir des élèves qui vont écouter ce que vous transmettez, alors que précisément, ils possèdent un smartphone, et que sur le smartphone, il y a tout. Et que le smartphone, potentiellement, il sait davantage que le prof. Donc, il ne fallait pas laisser les smartphones envahir l'espace public, mais puisque les smartphones ont envahi l'espace public, le truc qu'il faut penser, c'est plus du tout une histoire de respect, une histoire de ci, une histoire de ça, puisque précisément, on a dit que le truc qui avait génial dans le smartphone, c'est qu'il vous mettait potentiellement toute la culture du monde, là, dans 60 cm². Donc, c'est pas compliqué. Si jamais il y a quelque chose à transmettre dans l'éducation nationale, aujourd'hui, et y compris à l'IRTS, à des étudiantes de 3e année de JE, et puis c'est pire avec les assistants sociaux, et puis les moniteurs éducateurs, soit dit en passant, parce que les JE, encore, ils sont assez calmes, finalement, de ce côté-là, donc c'est pire avec les autres. La question qu'il faut se poser, c'est, on va transmettre quoi? Et ce qu'on va transmettre,
pour le dire assez vite la solution, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot. Ce qu'on va transmettre, c'est plutôt d'un mot qui est à coup sûr extrêmement dangereux, on va transmettre une valeur. Le mot il est dangereux, mais là je vais dire exactement qu'est-ce que j'entends par là. Ce qu'on va transmettre, c'est l'idée que l'être humain, il peut encore s'émanciper. C'est que ça qu'on peut transmettre de toute façon. C'est qu'il peut encore s'émanciper. Alors dans les boulots du travail social, c'est évident que les travailleurs sociaux, non seulement il faut qu'ils arrivent à s'émanciper eux-mêmes, il faut qu'ils aident les publics avec lesquels ils bossent à aller vers l'émancipation, et pas aller vers l'aliénation ou vers l'indépendance toujours accrue à l'alcool, à la violence ou aux allocations d'État, etc. Il faut qu'ils essaient de les faire aller vers l'émancipation. Alors, le mot valeur, et je pense que là on en est au stade où il faut effectivement qu'on discute de ça, parce que là, il faut déjà discuter de ce qu'on doit transmettre, parce qu'il est bien évident que dire qu'il n'y a plus rien à transmettre d'un point de vue culturel, d'un point de vue des connaissances, c'est de l'ordre du scandale, mais ça n'empêche que c'est quand même ça qui se passe. En tout cas, les gamins, c'est comme ça qu'ils le ressentent. Ils n'écoutent pas le prof. Et puis d'ailleurs, on pourrait citer plein d'exemples, donc j'en cite juste un. Si le prof veut expliquer que les Américains ont marché sur la Lune en 1969, il va avoir beaucoup de mal. Alors moi, je l'ai fait il y a pas longtemps dans un collège de REC+, je n'ai pas du tout dit que les Américains ils avaient marché sur la Lune, je n'ai pas dit non plus qu'ils n'avaient pas marché sur la Lune, hein. Mais pourquoi on aura du mal? Parce que tout simplement, si vous prenez Google, parce que là, les gamins, ils utilisent tous Google, ils n'utilisent pas des moteurs confidentiels comme XClick, mais si vous prenez Google, sur la première page de résultats de Google, il y a quand même la moitié des résultats qui vous disent que l'homme n'a pas, enfin les Américains n'ont pas marché sur la Lune. Et des élèves de 3e, en collège, dans un collège de REC+, parce que c'est quand même ça la réalité, parce qu'il faut quand même regarder la réalité en face, les élèves de 3e, quand ils ont dit que l'homme n'avait pas marché sur la Lune, donc moi j'avais dit aux profs que c'était... Enfin, qu'ils disent rien, parce que justement, moi je voulais pas dire, mais si, ils ont marché sur la Lune, je voulais surtout pas dire ça. Donc, ils donnent leurs arguments, etc. Enfin, vous les connaissez, histoire du drapeau, patati patata. Et là, aux gamins, on leur dit, est-ce que vous savez comment ça fonctionne, un GPS ou un smartphone, précisément? Ils sont en 3e quand même. Là, je ne leur demande pas d'expliquer comme s'ils sortaient du Centre national des études spatiales, hein, mais qu'au moins soient capables de dire qu'il y a des satellites, qu'il y a un système de triangulation, enfin des trucs qui sont simples. Ils sont en 3e et c'était au mois de mai, donc c'était à la fin de la 3e. C'est pas compliqué, il n'y a pas un seul gamin qui a été capable simplement de dire que le GPS, par exemple, il aurait pu dire, ça voulait dire Global Positioning System, ou un truc comme ça, par exemple. Il n'y en a pas un seul. Alors, par contre, ça les étonnait. Alors, ils ont découvert que quand ils sortaient du collège, et puis qu'on leur disait qu'il fallait tourner à droite, et puis après à gauche, avancer sur 200 mètres, et puis après encore tourner à droite, et puis ils étaient arrivés, ça, ils n'avaient pas bien dans la tête que cette information qui était là pour eux, elle était là aussi pour des centaines de milliers d'autres personnes en même temps, et puis ça transitait par le même système de satellites. Ça, ils n'avaient pas ça dans la tête, parce que c'est un dommage collatéral du narcissisme. On est tellement au centre de tout qu'on pense qu'il y a des satellites qui ont été lancés là-haut sur la Terre uniquement pour nous, pour dire qu'en sortant d'ici, il faut que vous tourniez à droite, après à gauche, après au 3e feu rouge, vous allez à droite. Mais ils le pensent réellement. Et là où c'était le comble, c'est qu'ils m'ont dit qu'en 69, les êtres humains n'étaient pas capables de lancer des fusées. Quand même le faire. En 69, les êtres humains n'étaient pas capables de lancer les fusées, et par contre que les photos, c'était drôlement facile à retoucher avec Photoshop, en 1969. Et là, alors, si vous voulez, c'est pas le truc qui est triste là-dedans, c'est que c'est pas anecdotique. C'est ça qui est triste. Si c'était anecdotique, vous diriez c'est un collège de débiles, ils ont trouvé ça, je sais pas où, au fin fond c'est un collège de REP, plus. Mais non, c'est pas un collège de REP, plus. C'est un collège de REP+, et de toute façon, si vous n'allez pas dans un collège de REP+, que vous allez dans d'autres machins, ce qu'il faut faire surtout, c'est regarder ce qu'il y a sur Google. Et là, j'ai pris l'homme a-t-il marché sur la Lune, parce que j'ai pris les Illuminati. Là, c'est pas compliqué. Les Illuminati, faut atteindre au moins la 3e ou la 4e page de Google pour qu'il y ait un article très sérieux qui vous explique que les Illuminati, que c'est un truc complètement complotiste, et puis que pourquoi sur le billet de $1, il y a la date de 1776, etc. Là, il faut faire carrément 3 ou 4 pages. Pire, d'une certaine manière, le protocole des sages de Sion, dont on sait quand même l'influence historique que ce bouquin a pu avoir, sur la première page de résultats de Google, il y a alors vous pouvez le trouver en accès libre, ça pose aucun problème, il y a un seul site qui dit que c'est un faux. Les autres, ils disent que c'est pas un faux. Ben non, c'est sûr, les juifs, ils veulent dominer le monde, et puis de toute façon, les juifs, c'est tous des salauds, ils sont tous riches, etc. Donc, c'est ça la réalité. Et donc,
quand je disais que ce qu'il y avait à transmettre, c'était la valeur que l'émancipation, le fait que l'émancipation c'était une valeur, je pense que très concrètement ça veut dire deux choses, là, le mot valeur. D'abord, par le fait que on écoute les gamins, enfin on écoute les collégiens, on écoute les lycéens pro, etc. Là, ils voient qu'il y a quelque chose qui vaut quelque chose, donc qui a une valeur, et ce quelque chose, c'est l'écoute et le débat. Parce que précisément, je ne dis pas, vous êtes tous des abrutis. En 69, il y avait les fusées, les premières fusées, c'est les V1 et les V2 que von Braun et puis Hitler ont balancé sur les... Bon. Donc là, c'est le premier truc, c'est-à-dire que ce qui est assez paradoxal, c'est que, enfin ça sent paradoxal, mais en réalité ça l'est pas, c'est que la valeur, en l'occurrence, là c'est pas le consensus, là la valeur en l'occurrence c'est le dissensus. C'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est possible qu'on ne soit pas d'accord, et que ce qui est important, c'est qu'on va en parler, et on va laisser la parole libre. Et puis, la deuxième valeur, ça c'est sûr que ça marche, enfin, surtout dans les collèges, parce que les collèges, c'est quand même des endroits qui sont très 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 répressifs. La deuxième valeur, c'est tout simplement que, c'est pas parce que le gamin il dit « les Américains ne sont pas marchés sur les en 69 », qu'on lui dit « vous êtes un taré », hop, allez voir le point, etc. Parce que quand même, après Charlie aussi, il y a des gamins qui ont dit, parce que là j'avais une vingtaine d'interventions qui étaient prévues en Haute-Saône. La Haute-Saône, c'est un département où le FN a plusieurs conseillers. Il a fait, aux dernières élections régionales, le FN était à 45%. C'est un des premiers départements. Le taux d'inceste dans le département, il est supérieur à 2 fois la moyenne nationale. Le taux de suicide, il est supérieur. Bon, bref, la Haute-Saône, c'est quand même un département complètement. C'est la catastrophe, la Haute-Saône, en Franche-Comté. Et moi, j'ai fait 20 interventions en Haute-Saône après Charlie. J'en ai entendu, mais des trucs complètement hallucinants, quoi, qui sont la réalité des gamins entre 12 et 18 ou 19 ans. Bon, par exemple, qu'ils vont regarder les décapitations, que ça les fascine, que dans une classe où il y avait des blancs, des noirs et des arabes, pour le dire vite, les blancs, ils voulaient, la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de s'armer, et puis il fallait buter les noirs et les arabes. Les noirs, la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de s'armer, et il fallait buter les blancs et les arabes. Et les arabes, la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de s'armer et de buter les noirs et les blancs. Alors je leur dis, c'est un peu bizarre, parce que dans votre classe, il y a des noirs, des blancs et des arabes, là, comme vous dites, parce que c'est les mots qu'ils prennent eux-mêmes, hein, d'ailleurs. Ah oui, mais oui, bon, on butera les noirs, mais pas les 4 noirs qu'il y a dans la classe. Enfin, on était dans la caricature absolue, sauf qu'ils n'étaient pas dans la provoque, quoi. C'est ça qui est fou. Parce qu'ils n'étaient pas dans la provoque, au contraire, ils étaient super contents de discuter, parce que c'était peut-être la première fois qu'ils arrivaient à discuter. Mais voilà, ils étaient là-dedans. Et ça, il faut quand même bien voir une chose, c'est que le web, dans cet appauvrissement, enfin pour pas dire anéantissement de la pensée politique, le web, il y est sérieusement pour quelque chose. Il y est sérieusement pour quelque chose. Alors, comment est-ce qu'il y est sérieusement pour quelque chose? C'est que, donc, là, c'est pas spécialement le smartphone, là, c'est la question du web. Quand Berners-Lee a inventé l'hypertextualisation, qui est sans aucun doute un procédé génial, d'une certaine manière, quand il a inventé l'hypertextualisation qui permet de naviguer sur le web, il faut bien voir qu'en 93, les sites qu'il y avait, pour ceux d'entre vous qui avaient déjà le web à cette époque-là, si vous vous en souvenez, il y avait des choses qui étaient, disons, officielles ou semi-officielles et tout. Ça ne veut pas dire que les choses officielles, c'est mieux que les choses officieuses, pas du tout. Ça n'empêche que c'était comme ça. Donc vous pouviez faire une visite virtuelle de la grotte de Lascaux ou peut-être du musée du Louvre, il y avait des trucs comme ça, c'était complètement enfin ça me paraîtrait aujourd'hui complètement archaïque, mais enfin ça n'empêche qu'il y avait que ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça la réalité. La réalité, c'est Periscope. C'est-à-dire que Periscope, si vous voulez vous suicider, vous dites à vos followers que va y avoir une scène, que ça sera un peu dur, je ne sais plus quel jour c'était, le 15 mars ou un truc comme ça, à 10h. Donc vous avertissez quand même vos followers que ça va être un peu raide. Et il y a 1000 followers qui regardent, et la fille, elle se suicide en direct sur Periscope. Là, c'est plus une visite de la grotte de Lascaux, elle se suicide en direct sur Periscope. Et évidemment, il y a quand même quelques abrutis dans les 1000 followers qui ont repris le film du suicide, qui l'ont balancé sur YouTube, etc. Et YouTube, ils ont mis quand même un certain temps avant de l'ôter. Donc, et
là, les gamins, par contre, dans les collèges, eux, ils savent ce que c'est que Periscope. Alors qu'il y a encore aujourd'hui, 6 mois après ce truc de suicide, il y a encore des documentalistes, par exemple, pour ne pas parler des autres professeurs, parce que les autres professeurs, ils le savent encore moins en général, il y a encore des documentalistes qui ne savent pas ce que c'est que Periscope. Ouais, mais sauf que les gamins, ils sont déjà tous sur Periscope. Bon. Donc, le web, s'il y a quelque chose de génial dans l'hypertextualisation, et effectivement, moi je trouve qu'il y a quelque chose de génial dans le fait qu'on puisse naviguer et puis finalement nourrir sa critique, quoi, finalement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça suppose quand même qu'au départ, on a un esprit critique et puis qu'on va chercher quelque chose qui va nourrir notre capacité à nous émanciper, plutôt qu'à être encore plus aliénés. Or, là, vous voyez bien que ça pose un problème, non seulement ça pose un problème éthique, ça pose un problème technologique, etc. Enfin, ça pose avant tout un problème qui est politique, enfin, c'est évident, c'est un problème politique d'énorme magnitude, surtout quand en face, vous avez des gens, donc les salafistes en l'occurrence, vous avez des gens qui, eux, s'en servent à merveille. Et là, c'est pareil. Quand il y a eu le Charlie, enfin, à ma connaissance, la seule revue qui a vraiment publié une critique de la vidéo qui s'appelle Flames of War, c'est les cahiers du cinéma. Bon, moi j'en ai lu nulle part ailleurs. Même sur le web, j'en ai lu nulle part. Les cahiers du cinéma, je pense que vous savez tous que c'est pas une revue qui est accessible au premier venu, parce que c'est quand même un télo de haute volée, sauf que le numéro de février 2015 et puis celui de mars 2015, ça vaut vraiment le coup de les voir, de les lire. Ça vaut vraiment le coup de les voir. Et après, ça vaut le coup aussi d'aller regarder la vidéo, parce que si on croit que les vidéos de salafistes, c'est fait comme les vidéos qui sont, comme dans le film Timbuktu, vous avez peut-être vu, où on voit à un moment un jeune de banlieue qui se retrouve à Timbuktu, donc à Tombouctou, et puis qui est censé enregistrer une vidéo de propagande. Et puis en fait, ils sont là, ils manipulent le gamin, il n'arrive pas à parler, le type qui manipule le projecteur, il se le prend en plein visage, il s'éblouit lui-même, etc. Donc on a l'impression que c'est des amateurs. Bon, le problème, c'est que c'est pas des amateurs. Le problème, c'est que c'est pas des amateurs du tout. Que ce soit les vidéos complotistes, les vidéos anti-juives, je dis bien anti-juives, parce que là, c'est pas de l'antisionisme, hein, c'est bel et bien anti-juif. Le protocole de Sacre de Sion, c'est pas un ouvrage antisioniste, c'est un ouvrage anti-juif, au même sens que Brasillac ou Céline, en réalité. Enfin, le Céline des Baudras, et puis Bagatelle pour un massacre, hein, bien sûr. C'est ça, la réalité. Et alors, c'est la réalité dans le sens où les gamins, dans les collèges, et dans les lycées, surtout dans les lycées pro, mais également dans les lycées professionnels, c'est plutôt ce genre de choses qu'ils vont voir. C'est plutôt ce genre de choses qu'ils vont voir. Parce qu'en plus, il y a tout un truc qui est très très bien rodé. Pour eux, ce que racontent les médias officiels ou les journaux, c'est nul, c'est faux, etc. De toute façon, le système est corrompu, quoi, ils n'ont pas entièrement tort, ça c'est clair. Et le système étant corrompu, il faut aller chercher ces informations ailleurs. Or, les informations qu'ils vont chercher ailleurs, ils vont les chercher chez leur père, PAIRS, ils vont les chercher chez leur père, et c'est comme ça qu'il y a des sites qui n'arrêtent pas de se copier les uns les autres. C'est sûr que si vous allez regarder, par exemple, sur les Illuminati, regardez 2 ou 3 sites, et puis après vous allez voir, si vous en regardez 15, 20, vous allez peiner à apprendre des choses différentes. Si vous prenez bien les 2 ou 3 premiers, notamment un qui s'appelle Stop Mensonge, par exemple, très bien nommé, ça s'appelle Stop Mensonge, c'est que des mensonges. Le mensonge, évidemment, c'est que les Américains ont marché sur la Lune en 69. Ça, c'est un mensonge, donc c'est Stop Mensonge. Bon, donc si vous allez regarder 2 ou 3 sites d'abrutissement, quoi, et je ne dis pas du tout que les journaux ne sont pas des... que l'Ibé ou le Figaro, etc., ne racontent pas des choses fausses. C'est pas du tout ça ce que je dis. La seule chose, c'est que, si vous voulez, les gamins ont décidé de trouver par eux-mêmes leurs bonnes informations. Et du coup, on arrive à un phénomène qui, à mon avis, est qui est impensé pour le moment, c'est qu'il y a une espèce de marginalité de masse. C'est-à-dire qu'ils sont marginaux par rapport aux grands médias, donc ils refusent toutes les informations que déversent les grands médias, que ce soit sur le 11 septembre, que ce soit sur tout ce que vous voulez. Et puis, donc de ce côté-là, ils sont marginaux, mais de l'autre côté, ils forment masse, parce que quand ils vont sur Internet, donc sur Internet exclusivement, parce que c'est sûr que les Illuminati ne vont pas trouver grand-chose dans Le Monde et puis dans l'IB sur l'actualité des Illuminati, donc quand ils vont sur le web, là d'un seul coup,
il y a quand même une masse suffisante qui fait qu'ils sont rassurés. Mais ils sont rassurés parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Donc ils se disent, c'est l'éternel combat du bien contre le mal, avec le bien associé à la vérité, et puis le mal associé au mensonge. Sauf que pour eux, il y a une vérité, puis il y a un mensonge, et puis évidemment c'est plutôt le mensonge, enfin justement le site qui s'appelle Stop Mensonge de ce côté-là est complètement emblématique. C'est évident que ce qu'ils appellent eux la vérité, ça correspond à peu de choses près à l'inverse des discours officiels. Et comme ils n'ont aucune formation politique, parce que ça a été complètement banni des écoles et que c'est pas l'éducation civique actuelle qui donne une formation politique, ça dit juste 2-3 trucs sur la loi et puis c'est tout, et encore, du coup, ils ne voient pas que la question, c'est pas de choisir entre la vérité d'État et puis la vérité de Daesh, mettons, ou entre la vérité officielle et puis une vérité marginale de masse, là, comme j'ai dit, mais c'est autre chose. C'est ailleurs que situe la vérité, elle ne se situe pas entre les deux, elle se situe ailleurs, il faut poser la bonne question. Et par exemple, et puis je vais m'arrêter là, la bonne question, par exemple, pour prendre juste le 11 septembre, et le fait que donc, si les tours sont tombées droites, c'est à cause des Illuminati, si la tour numéro 7 s'est effondrée toute seule alors que c'est à cause de Bush qui avait piégé les tours, enfin bon, tout ce que vous voulez, la bonne question, c'est pas de savoir si c'est Bush, ou les Illuminati, ou Ben Laden, ou je sais pas trop qui a fait tomber les tours 1, 2, et puis la 7, c'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est évidemment de savoir, est-ce que, de toute façon, dans l'état géopolitique de l'époque, est-ce que les Américains auraient lancé une guerre contre le terrorisme sous prétexte de guerre contre le terrorisme, auraient attaqué l'Afghanistan, l'Irak, etc. La réponse est oui. La deuxième question, est-ce que, de toute façon, on a une chance de savoir qui a piégé les tours 1 et 2, en supposant que les tours 1 et 2 étaient piégées, qui a piégé la tour 7 en supposant que la tour 7 ait été piégée, etc. On a à peu près 0% de chance de le savoir jamais, ou alors une fois que des archives et que tout le monde sera mort, etc. Donc ça n'a aucun intérêt pour notre propre émancipation. Donc en fait, ce qu'il faut, évidemment c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à faire, ce qu'il faut, c'est aller vers une capacité des adultes, nous, à assumer, mais pleinement, avec tout ce que ça implique, à assumer un dissensus. C'est-à-dire être complètement tolérant, bienveillant, enfin on peut trouver tous les mots qu'on veut, en tout cas écouter ce que disent les autres en face, les autres, c'est-à-dire les salafistes, etc. Bon, moi je dis pas qu'il faut dialoguer avec les salafistes, pas du tout, mais en tout cas les jeunes qui sont partis dans ce genre de théorie, il faut avoir une capacité à écouter ce qu'ils disent, et il faut nous être capables, non pas de leur dire, mais non, tout ce que vous dites est complètement faux, puisque de toute façon, sur le web, il y aura des milliers de sites qui leur donneront raison contre nous, mais leur dire, c'est pas ça la question. La question, elle est ailleurs. Et que vous ne soyez pas d'accord avec la vérité d'État, que vous ne soyez pas d'accord avec la vérité officielle, c'est une chose. Maintenant que vous tombiez dans une vérité qui va aboutir à la dissolution de la société, parce que c'est à ça que ça va aboutir, et quand on voit le travail complètement inouï des médias depuis le 14 juillet, c'est quand même une catastrophe ce qui se passe dans ce pays, c'est une véritable catastrophe. Et là, on est dans une phase qui va aboutir à la dissolution de la société. Et donc, c'est un peu triste de voir que le web, qui était au départ conçu comme un outil de navigation culturelle vers des connaissances, etc., s'est mué en un outil d'abrutissement, malheureusement.